Diarama à tous. Encore, maintenant qu'on connaît c'est quoi, en gros, qu'on connaît c'est quoi maintenant Flutter et Dart et qu'on est fini encore de préparer notre environnement de travail, nous allons nous lancer dans l'apprentissage des bases de Dart. Donc, voici l'outil qu'on va utiliser. Rendez-vous sur Google et tapez Dartpad. Voilà. Donc ici, vous allez voir le site, le lien officiel de Dartpad. Donc c'est cet outil-là qu'on va utiliser pour développer un Dart. Donc quand vous lancez pour une première fois, vous allez voir là-bas un code. Vous le supprimez, d'accord, pour voir le code par défaut. D'abord le Dartpad. Ici, si vous voulez créer un nouveau pad, vous cliquez sur New Pad. Ici, c'est le nom de votre pad. Il peut changer, voilà, d'un moment à l'autre. D'accord, c'est un identifiant unique de votre pad. Et ici, c'est le rendu de ce que vous allez taper ici. Et en bas, ici, c'est les avertissements qui seront listés. Maintenant, pour compiler, vous cliquez sur Run. D'accord. Maintenant, ici, écrivons notre premier code. Print bonjour le monde. Voilà. Un virgule. Quand je clique sur Run, il va m'afficher bonjour le monde. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a dit pour pouvoir exécuter un truc Dart, d'accord, un code Dart, il nous faut appeler notre fonction, mais il faut faire tout dans la fonction main, d'accord. Même si on arrive à utiliser d'autres fonctions, mais il faudra les appeler dans la fonction main. La fonction main, en fait, c'est la fonction principale. Dans cette fonction, on ne peut pas voir le rendu. Alors, commençons par le commencement de ce langage, c'est-à-dire au niveau des variables. Donc avant d'aller là-bas, je vais vous présenter d'abord le site officiel. Donc pour ça, vous tapez dartlang.org. Le dartlang.org ici, ça c'est celui-là, c'est le site officiel de Dart. Cliquez sur language par exemple, sur tour. Ici on peut voir les différents types de données de Dart. On a les numbers, les strings, les booleans, les listes, les maps, les rounds, les symboles et beaucoup, voilà, d'autres fonctionnalités que possède Dart. Voilà. Donc, commençons par les variables. En Dart, si je veux déclarer une variable, je commence par soit le type de données. Par exemple, si je veux une variable type chaîne de caractères, je dis string. Par exemple, je dis nom. Je donne un nom bas. Je mets point virgule à la fin. D'accord? Ou bien je dis int. D'accord? Je dis int âge. Je donne un âge 12. Point virgule. Ou bien je déclare un booléen. Voilà, je dis, ou bien plutôt je déclare un double, je dis double, d'accord, et prix de recevoir 100.0, point virgule. Donc pour afficher une variable, c'est très simple, je mets print nom. Par exemple, print nom, il va m'afficher le nom, print âge, il va m'afficher l'âge. D'accord. Et enfin print prix, il va m'afficher le prix. Donc là, quand je clique run, je vais voir le rendu. Voilà. Donc il y a une autre façon de déclarer une variable. Donc on peut déclarer une variable aussi de façon dynamique, c'est-à-dire en passant par var. Quand je dis var par exemple nom, d'accord, ici je dis bas, point virgule, je dis print non, il va m'afficher directement le nom bas. D'accord. Voilà. Donc ici la différence, c'est qu'ici il a déclaré la variable de façon dynamique, c'est-à-dire c'est ici il a décidé de donner, voilà, le type au niveau de la variable à partir du moment où on a affecté un contenu, c'est-à-dire c'est le contenu là qui nous a permis de savoir le type de cette variable. Donc à partir de ce niveau là, à partir de l'affectation de ce contenu là, le nom de cette variable maintenant est une chaîne de caractères. Ce qui veut dire quoi? Quand j'essaie de donner à ma variable nom un entier, point virgule, et que je mets sur run, automatiquement il me dit quoi? On ne peut pas assigner un entier à une variable de type chaîne de caractères. Voilà. Donc ça c'était la façon dont on peut déclarer une variable. Maintenant, attaquons les constantes. Il n'y a pas que des variables. Déjà, on sait que les variables, tout le monde connaît déjà, une variable, c'est un emplacement mémoire qui peut changer au cours de l'exécution du programme. Voilà, maintenant, si je ne veux pas que ma variable change au cours de l'exécution du programme, je peux utiliser les finders ou les constantes. Par exemple, quand je dis const et je déclare une variable, par exemple, je dis pi, d'accord, je dis pi et je donne à pi 3,
14, point virgule. Ici, je ne peux pas dire à pi de recevoir une autre valeur. Par exemple, je dis 4. D'abord, imprimons pi, on va voir ce que ça nous donne. Print pi, point virgule. Okay. Voilà, il nous donne 3,14. Maintenant, je vais essayer de modifier le contenu de pi. Je dis à pi de prendre 2, point virgule. Là, on me dit quoi? Je vais essayer de faire un rond. Automatiquement, on me dit quoi? C'est un autre forme de pi. C'est-à-dire on ne peut pas modifier une variable qui a été déclarée sous forme de const. Également aussi sous forme de final. Donc quand je clique run, là aussi on dit la même chose. C'est-à-dire quand on déclare une variable avec final ou const, cette variable ne doit pas être modifiée par la suite. C'est-à-dire on peut aussi déclarer une variable final ou const en précédant par le mot-clé final ou const et puis le type de la variable. Cette variable, on sait déjà ça en double. Donc je peux dire final double. Ça doit donner la même chose, sauf que l'erreur là va persister. Quand j'enlève et que je mets room, je vais m'afficher 3,14. Donc ça c'était les final et les const, les mots-clés qui nous permettent de ne pas changer par la suite le contenu d'une variable. Ok, après cela, on va attaquer les numbers. Les numbers. Quand je clique sur numbers, voici les types de numbers. Dart a deux types de numbers. On a les int et les doubles. C'est-à-dire les int c'est pour stocker les entiers et les doubles pour stocker les nombres à virgule flottante. Donc par exemple pour les int, je peux commencer par exemple ici int, d'accord, je dis a. À a je peux prendre 2, virgule, d'accord. Je mets print a et point virgule, d'accord, et run. Voilà, donc les entiers, a est un entier ici. Pour déclarer les entiers, on peut mettre un int. Voilà. Donc pour déclarer aussi les nombres à chiffres flottants, je mets double. Double, je mets 3 points. Quand je mets 3 point virgule et que j'essaie de cliquer sur run, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire ici qu'on ne peut pas assigner, d'accord, un int à oh, désolé, on n'a pas mentionné le nom de la variable int b. Je mets run. Voilà, ici on me dit quoi? Qu'on ne peut pas assigner la variable int à b. Donc comme ça, il me faudra mettre une virgule, point 0. Donc je dis run. Là, il va, voilà. Donc quand je fais un print b aussi, print b, là il va carrément m'afficher aussi la variable de, désolé, dartpad. Voilà, quand je fais un run, il va carrément afficher aussi la variable, le contenu de b, c'est-à-dire 3. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces types de données? Ok. Donc par exemple, avec double ici, si je peux donner par exemple ici 3,5, on peut me demander d'arrondir, ok, par excès cette variable 3,5. Donc pour arrondir par excès, je peux appeler certaines fonctions qui se trouvent évidemment au niveau de la documentation. Il y a beaucoup, toutes les fonctions sont là-bas. Donc quand je dis b.floor, plutôt say, là il va m'arrondir cette variable en excès, c'est-à-dire au lieu que ce soit 3,5, il va me donner 4. Donc si je veux l'arrondir par défaut, je peux dire par exemple floor. Quand je dis floor, on va m'afficher 3, c'est-à-dire il l'arrondit par défaut. Ici encore, je peux donner moins 2 au niveau de cette variable entière. Donc là, si je veux, quand je clique sur 1, je dois voir moins 2. Maintenant, si je veux voir la valeur absolue de cette variable, donc il y a une autre fonction qu'on appelle abs. Donc là, quand je clique sur 1, automatiquement, au lieu que ce soit moins 2, il m'affiche la valeur absolue de 2. Donc il y a plein d'autres fonctionnalités et fonctions qui nous permettent de gérer ce cas. Maintenant, après les entiers et les doubles, nous allons attaquer, voilà, donc les chaînes de caractères. Voici comment on déclare une chaîne de caractères. On peut dire string, le nom de la chaîne, d'accord. Par exemple, je peux dire str1
Voilà, donc je dis ma chaîne. D'accord, point virgule. Je peux déclarer aussi une chaîne de caractères de la sorte str2. D'accord, au lieu que ce soit des double quotes, je peux mettre des simple quotes. Et ma chaîne 2, point virgule. D'accord, je peux aussi déclarer une chaîne sur plusieurs lignes, c'est-à-dire str3 de la sorte, en mettant 3 apostrophes ou 3 guillemets. Donc là je mets par exemple ma chaîne entrée sur plusieurs lignes. Voilà, donc je ferme par les simples quotes puis point virgule. Donc on va afficher tous ces 3 chaînes de caractères, str1 point virgule, print str2 point virgule, print str3 point virgule. D'accord, je fais run. Voilà, donc là voici ma première chaîne, ma chaîne 2, ma chaîne sur plusieurs lignes. Donc ça c'était la façon dont on peut déclarer une chaîne de caractères. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec une chaîne de caractères? Par exemple, je peux afficher la taille de la chaîne de caractères. Pour le faire, je peux mettre string print str1 avec la propriété length. Je peux afficher la taille. Par exemple, cette chaîne elle a combien de caractères? 1, 2, espace 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc quand je clique run, il doit m'afficher normalement 9 caractères. Ok, ça c'est la taille de la chaîne. D'accord, il y a plusieurs autres fonctionnalités de la chaîne de caractères. Par exemple, si je veux par exemple afficher cette lettre tout en minuscule, donc je dis to lower case. D'accord, elle est déjà en minuscule. Ça c'est une fonction. Je peux par exemple écrire le MA en majuscule. Quand je fais run, vous voyez qu'il a converti toute la chaîne en une chaîne minuscule. Donc je peux aussi faire autre chose. Je peux la convertir tout en majuscule. Donc au lieu de to lower case ici, je mets to upper case. Quand je clique sur run, il me convertit directement toute ma chaîne en majuscule. D'accord. Voilà, donc on peut aussi utiliser une fonction, d'accord, qu'on utilise le plus souvent pour supprimer les espaces, les espacements, d'accord. Cette fonction, elle s'appelle trim, d'accord. Donc trim permet de supprimer les espaces qui sont au niveau du début et la fin de la chaîne. Par exemple, au niveau d'ici, je vais mettre ici, je vais mettre en print de la taille de la chaîne avant de supprimer les espaces, d'accord. Et ici je vais supprimer les espaces et je vais encore afficher la taille de la chaîne. Run. Ok, premièrement, lorsque je n'ai pas supprimé les espaces, la chaîne valait 11, et deuxièmement, quand j'ai supprimé les deux espaces, ok, la taille vaut maintenant 9. Donc ça c'était les chaînes de caractères. Maintenant on va attaquer les opérateurs arithmétiques. Après les chaînes de caractères, on va attaquer les opérateurs arithmétiques. Maintenant, les opérateurs arithmétiques sont ces opérateurs qui nous permettent de faire des traitements entre deux opérandes. D'accord? Par exemple, si je veux calculer la somme de deux variables, je peux déclarer par exemple une variable var a que je vais donner 2. Par exemple, point virgule, je dis b que je vais donner 3. Point virgule. Maintenant, je peux déclarer une autre variable, somme. À somme, je vais dire de recevoir à A plus B, virgule, var, je dis par exemple la différence de recevoir A moins B, ok, je dis var la division, div de recevoir A sur B, virgule, enfin je dis quoi, après tout, au lieu de point virgule ici, je mets la virgule. Donc là, je vais déclarer plusieurs variables en même temps. Donc au lieu que ça, après la division, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir aussi le reste de la division. Donc reste recevoir A modulo B. D'accord? Ok. Prenons par exemple au lieu de 4 ici, je vais prendre 6. D'accord? Je fais rond. Non, au lieu de faire rond, je vais afficher le résultat. Donc par exemple print, je vais dire la somme
est, d'accord. Maintenant, pour afficher le contenu d'une variable dans un print, vous devez faire l'interpolation, c'est-à-dire faire $, vous ouvrez les accolades, puis dedans vous transmettez le nom de la variable. Je mets point virgule. Donc comme ça, je vais copier, CTRL-C, je vais dupliquer pour faire le reste. D'accord. Maintenant, après, on va dire la différence est, au lieu de somme, c'est diff. Ensuite, la division est, je mets, au lieu de la division, je mets div ici, au lieu de somme. Ici, le reste. Le reste. Dit le reste de la division est ici, au lieu que ce soit div, je mets reste. Donc là, quand je compile, je vais voir le rendu automatiquement. Désolé, hein, avec ma souris là. Voilà. Si je veux cliquer sur rond pour voir le rendu. Dit la somme est 9, c'est-à-dire 6 plus 3 c'est 9, ainsi de la différence est 3, le reste de la division est 0,7. Quand je clique je divise 6 par 3, le reste de la division sera 0. Donc par exemple, on va faire en sorte qu'on puisse avoir une division décimale. Donc je vais 6 divisé par 5 par exemple. D'accord. Maintenant on dit ici quoi? La division, la somme est 11, la différence est 1, la division est 1.2, le reste de la division est 1. D'accord. Maintenant ici on peut aussi, au lieu que ce soit 1.2, on peut obtenir la division entière. Donc pour la division entière, on peut voir pour la division entière, au lieu que ce soit 1.2, on veut par exemple prendre 1. Donc pour ça, j'ajoute un tilde. Quand je dis A tilde divisé par B, là, au lieu que ce soit 1.2, il va me donner 1. Voilà. Donc ça, c'était les opérateurs arithmétiques. D'accord. On va voir ici encore les opérateurs logiques. D'accord. Les opérateurs de comparaison plutôt. Donc les opérateurs de comparaison, ce sont ces opérateurs qui nous permettent de comparer les variables. Donc on a l'infériorité, la supériorité, inférieure ou égale, supérieure ou égale. Donc on va faire un exemple avec un seul cas. Je vais déclarer une variable, par exemple compare. D'accord. Je vais lui dire de prendre A inférieur à B. Donc ici, normalement, qu'est-ce que cette variable-là? Quand je fais un print de compare, point virgule, je fais run. Ici, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que c'est false. Pourquoi c'est false? Parce que A inférieur à B, c'est pas vrai. D'accord? Donc quand je dis A est inférieur à B, ce qui veut dire c'est pas vrai. Donc du coup, il va me dire false, c'est faux. C'est-à-dire un type booléen. D'accord? Voilà. Donc après cela, par exemple, je peux dire inférieur ou égal. Donc A inférieur ou égal encore à B, c'est pas vrai. A n'est ni inférieur ou égal à B. Quand je dis par contre A supérieur à B, d'accord, là c'est vrai. Et quand je dis encore A supérieur ou égal à B, là encore c'est vrai. Et quand je dis A égal à B, là il va me dire c'est false parce que A n'est pas égal à B. D'accord. Voilà, tels sont les opérateurs de comparaison. Maintenant, on va attaquer les opérateurs logiques. Donc, comme ça, permettez-moi de déclarer des variables booléennes. Var A, je vais lui dire true. Ensuite, je dis B, je vais lui dire false. Virgule. Je vais déclarer une variable res, résultat, de prendre A. On va commencer par le premier opérateur logique, A et B, virgule. Puis, on va mettre un print res. Point virgule. Donc je fais run pour ce cas-là. D'accord. On me dit vrai et faux, c'est-à-dire les deux esperliettes sont représentés par le E logique, c'est-à-dire vrai et faux donne faux. D'accord. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre cela, on va utiliser un exemple pratique, c'est-à-dire si j'ai un enfant par exemple, je vais lui dire si tu as ton bac, d'accord, et que tu as tes 18 ans, d'accord, tu vas avoir
une voiture, je vais t'acheter une voiture. Si tu as ton bac et que tu as tes 18 ans, je vais t'acheter une voiture. Mais si tu as le bac et que tu n'as pas tes 18 ans, est-ce que tu auras une voiture? Non, c'est false. D'accord? Mais si tu as ton bac et que tu as tes 18 ans, quand je clique sur Room, il va me dire c'est true. Là, c'est vrai. Là, tu auras une voiture. D'accord? Maintenant, après le logique, on a le ou logique. Alt 6. D'accord? Ici encore, toujours avec mon exemple, je vais dire cette fois-ci, je change la donne. Je dis, si tu as une voiture ou bien tu as ton bac, je vais t'acheter. Plutôt, si tu as tes 18 ans ou tu as ton bac, je vais t'acheter une voiture. D'accord? Maintenant, si tu as tes 18 ans et que tu as ton bac, là, tu auras forcément une voiture. Maintenant, quand je dis, par exemple, quand tu as, par exemple, tes 18 ans mais que tu n'as pas ton bac, tu auras toujours une voiture parce que j'ai dit où. Ok? Voilà, donc quand tu n'amènes maintenant ni voiture, plutôt ni 18 ans ni ton bac, tu auras forcément false, tu n'auras rien, aucune voiture. D'accord? Donc après le ou logique, on a le non logique. Par exemple, si je veux donner le contraire, la négation, le non c'est la négation, le contraire. Par exemple, le contraire de A ici c'est false, il va me dire quoi? True. Comme normalement, parce que le contraire de false c'est true. Ok? Bien, et le contraire de true c'est évidemment false. Voilà. Bien. Après ça, on va voir les opérateurs d'assignation. C'est-à-dire, je vais présenter ici un opérateur particulier. Ici, je vais commencer par déclarer une variable ici sans l'initialiser à rien. D'accord? Je vais afficher A. Quand j'affiche A ici et que je fais room, il va me donner Nile. D'accord. Je peux le dire. A assigne, prend la valeur 12 si toutefois tu es vide. C'est-à-dire, cet opérateur particulier-là permet à assigner un contenu au niveau de la variable si toutefois la variable elle est en nil. Quand je fais room, cette fois-ci, au lieu que ce soit nil, ça va prendre 12. La différence, elle est où? Si je déclarais la variable tout en l'initialisant à 2 et que je clique sur room, vous ne verrez pas 12, plutôt 2. C'est-à-dire, cette opérateur, elle a quelle importance? C'est-à-dire de faire quoi? Il faut donner à la variable A la valeur 12 si toutefois A est nil. Ok? D'accord. Après, c'est cet opérateur d'assignation. On va voir aussi des opérateurs qui nous permettent de tester, des tests opérateurs qui nous permettent de tester le type d'une variable. Par exemple, on sait que cette variable-là, elle est de nature int. Déjà, au lieu de la déclarer de façon dynamique, je vais dire int par exemple A. Donc là, c'est explicite A égale à 2. A égale à 2 est une variable entière. D'accord, je peux déclarer une variable op. D'accord? Je vais dire is int, je vais dire A is int. D'accord? Point virgule. Donc, is là permet de vérifier si une variable est de tel type, est d'un type qu'on va mentionner devant. On sait que A ici est de type int. Quand j'affiche op, normalement on doit voir true. Je fais room. Voilà, c'est vrai. Donc A is int, c'est vrai. A est un entier. Maintenant, quand je dis A is not int, là il va me dire faux. Parce que A c'est un entier. A n'est pas. Voilà, c'est un entier. C'est tout, point final. Donc, mais quand je dis maintenant ici, au lieu de int, je vais dire double. A, quand je fais run. Oh, désolé. Il faut mettre des virgules flottantes pour le cas de double. Quand je fais run ici, il va me dire false. D'accord? A is not int. Quand je fais up, il me dit false. A pourtant n'est pas un entier, quand même. Évidemment. Parce que ces deux, ils ont des trucs. Comment? Je vais prendre A is int. Ici, il doit me donner. Ah, il me donne true. Et A déjà est un entier, voilà, et tout. D'accord. Je vais prendre un string alors. Un string A. Je vais lui donner ici une chaîne de caractères. DDD. Je fais run. A is int, c'est false. Voilà.
Donc pour le double, il y a un peu un lien particulier. Voilà. Donc je n'ai pas trop avancé là-dedans. Bien. Après cet opérateur, viennent les opérateurs d'assignation. D'accord? Prenons deux variables. A. Je donne 2, point virgule. B, je donne 3, point virgule. Donc déjà, on a vu égal ici. Et A, on n'a pas déclaré. Voilà, mais var, comme ça. A au lieu de point virgule, virgule. Voilà, c'est ça. Maintenant, on utilise souvent reçoit. Donc cet opérateur que vous voyez là, l'égalité, il permet de donner à une variable, de créer, c'est-à-dire donner à une variable, cette variable qui est à gauche, le continu qui est là. D'accord? Maintenant, voilà, donc on va se dire qu'on va faire un algorithme qui va permettre de nous afficher le plus grand de ces deux variables. D'accord? Je vais déclarer une autre variable, je vais dire maximum de recevoir. D'accord? Je dis A supérieur à B, point d'interrogation, c'est-à-dire si A est supérieur à B, alors donne à max A, parce que c'est A qui est plus grand. Sinon, dans le cas contraire, donne à max B. C'est fini. Donc quand je clique ici sur print max, point virgule, et je clique sur run, il me dira le plus grand ici c'est 3. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la comparaison de A et B. C'est-à-dire, il dit qu'il cherche à trouver le plus grand des deux. Si le plus grand des deux est A, dans ce cas, c'est A qui serait mis dans max. Mais si c'est le plus grand de B est B, dans ce cas, c'est B qui serait mis dans max. D'accord? C'est-à-dire, si A est supérieur à B, alors c'est A qui est le maximum. Sinon, c'est B qui est le maximum. D'accord? Voilà, donc ça c'est fini avec les opérateurs de comparaison. Voilà, ce que vous voyez là, ça c'est les expressions ternaires. Ça c'est une expression ternaire, tant pour moi. Après cela, on va attaquer les boucles. D'accord? Les boucles. Voilà, au niveau des boucles, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est-à-dire les boucles, ils permettent de répéter plusieurs instructions. D'accord? Voilà, on va se dire qu'on va répéter bonjour. Bonjour. Point virgule. On veut afficher le code bonjour 5 fois. Donc il me faudra encore taper comme ça jusqu'à 5 pour qu'il puisse m'afficher bonjour 5 fois. Ah, qu'est-ce qui ne va pas ici? Compiling to JavaScript, main that method not found. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Print au lieu de rint. Bien. Donc je vais run. Là j'ai affiché bonjour 2 fois. Maintenant si je dois afficher par exemple bonjour 1000 fois, il me faudra taper tous ces codes là, ligne par ligne. Non, il y a une façon de le faire. Donc commençons par la première façon, la boucle for. Donc la boucle for, elle permet de répéter des instructions, c'est-à-dire un nombre de fois connu. Donc je peux dire par exemple, je peux déclarer une variable i, un compteur, je vais l'initialiser à 0, point virgule, je vais dire i, tant que i est inférieur à 5, c'est-à-dire on veut afficher bonjour 5 fois, i plus, donc égal. Donc là, la dame, je dis print bonjour. Voilà, point virgule. Donc quand je clique sur run, il va m'afficher bonjour 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il commence à 0, d'accord? Et voilà, inférieur à 5. Maintenant, on va lui dire d'ajouter bonjour une fois, bonjour 2 fois pour mieux rendre ça plus joli. Dans ce cas, on va interpoler ici. Là-dedans, on va transférer le i. Et devant, ici, on va mettre fois. D'accord? Mais on va mettre plus 1 pour ne pas qu'il dise bonjour 0 fois. Ok? Remarquez vous-même. Quand je mets i, il va me dire bonjour 0 fois, bonjour une fois, mais il n'y a pas bonjour 0 fois. Donc, on va dire bonjour une. On va commencer par bonjour une fois. Bonjour une fois, bonjour 2 fois, bonjour 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà. Donc ça c'est le premier type de boucle.
Maintenant aussi, la deuxième façon de la boucle for, ça c'est avec les objets. Par exemple, je vais déclarer un objet, on verra ça en détail. Objet, je lui donne les valeurs qui sont là, 12, 13, 14, point virgule. Je peux utiliser for de la sorte. For, par exemple, a in object. Je peux dire for value, par exemple, valeur dans object. D'accord? Pour chaque objet, liste-le. Donc là, quand je dis par exemple print value, il va m'afficher toutes les valeurs qui sont là. Je vais run. Il me dit quoi? Notre fond value. Ah, plutôt c'est l'inverse. On met objet ici, on met la valeur value. Ok, run. Quoi d'autre? Il y a encore quoi? For object. Voilà, donc pour la deuxième façon de boucle, donc après d'avoir fini de déclarer notre objet, on peut dire for var value in notre object. D'accord? Déclarer une valeur là-bas. Je mets print var. Je mets point virgule. Run. Il va normalement me lister tous les éléments qui sont là, 12, 13, 14. D'accord? Donc là c'est avec les objets. Maintenant, après ce type de boucle, on a la boucle while. Ce sont des boucles qui nous permettent de répéter des instructions lorsqu'on ne connaît pas la limite. D'accord? La limite d'arrêt. Par exemple, je vais afficher ici encore bonjour 5 fois. D'accord? En utilisant la boucle while. Dans ce cas aussi, je dis while. Je vais déclarer un compteur ici, var i. Je vais l'initialiser à 0. D'accord? Je vais dire tant que i il est inférieur à 5. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu m'affiches là-dedans print bonjour nombre de i fois. I fois. Voilà, point virgule. Maintenant, pour qu'il y ait changement, sinon on risque d'avoir une boucle infinie, on va incrémenter notre i. Run. Bonjour 0 fois, oups. On va mettre bonjour une fois, bonjour deux fois, bonjour trois fois, ainsi de suite. La même chose. Après la boucle while, il y a aussi la boucle do while. D'accord? On va aussi faire la même chose avec la boucle do while. En tout cas, je vais dire do, comme ça on commence. Voilà, il n'y a pas assez de différence avec la boucle while, sauf que ici on met point virgule. D'accord? Et ici, à l'intérieur, on met la condition d'arrêt. Et dedans, on copie, on colle ce qui est là. CTRL X, CTRL V. On va vider notre environnement de travail. Quand je clique sur Run, il va m'afficher la même chose. Donc ça, c'était les boucles. Voilà. Donc après les boucles, on va voir les conditions. D'accord? Les conditions. Les conditions. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau des conditions? Les conditions, en fait, ce sont en fait, ces astuces qui nous permettent de faire des prises de décision. Par exemple, je vais déclarer deux variables int a, je vais lui dire 5, virgule, b, je vais lui dire 6. D'accord? Point virgule. Je vais dire si a est supérieur à b, d'accord? Alt 4, je vais dire print a est plus grand que b, d'accord? Je vais donner leur variable, leur valeur. A est plus grand que b, d'accord? Et ici on va voir run. Là on ne voit rien, d'accord? Pourquoi on ne voit rien? Parce que ici
A étant égal à 5 et B étant égal à 6 et 5 supérieur à 6 étant faux, il ne va pas afficher cette instruction, c'est-à-dire il affiche cette instruction que lorsque c'est l'évaluation de cette expression nous donne vrai. Donc on va tester le cas contraire. Donc pour le cas contraire, on met else. Là on va dire print, on va copier ce qui est dedans, d'accord, on va coller, on va dire A cette fois-ci est plus petit que B. Donc là on va faire un run, tester. Donc 5 est plus petit que 6, d'accord. Quand je modifie, je donne ici 8, il me dira quoi? Que voilà, 8 est plus grand que 6, d'accord. Bien, maintenant après le if, on a aussi le switch, d'accord. Lui il permet avec une valeur de donner des cas. Par exemple, on va prendre une variable A, la variable A, on va évaluer ces cas, son contenu, selon son contenu. C'est-à-dire si la valeur de A vaut 1, on va dire, on va faire un print lundi, par exemple, point virgule, et case pour le cas de 2, mais print mardi, point virgule, case 3, et dire par exemple print mercredi, point virgule. On va donner à A par exemple 1, supprimons B puisqu'on ne l'utilise pas. Ok, je fais run. On me dit quoi? Il me faut forcément ajouter un break sur la fin de chaque instruction. Donc à ne pas oublier, break, point virgule, et break, point virgule. Voilà, je fais run. A ça vaut 1, ce qui a fait qu'il a affiché lundi. Je vais donner à A 2. Je fais run. Il doit m'afficher mardi, d'accord. Et quand je lui donne 3 aussi, il doit m'afficher mercredi. Mais si je lui donne 4, qu'est-ce qu'il va faire? Run, il me donner, d'accord. Maintenant on va gérer ce cas. S'il n'arrive pas à donner soit 1 ou 2 ou 3, si le compte de la variable ne vaut pas ni un ni les cas proposés ici, dans ce cas on va lui dire default print, on va dire cas non envisagé, d'accord, point virgule. Là on va faire un run. Elle me dit cas non envisagé parce que 4 ne figure pas parmi les cas proposés ici. Il n'y a que 1, 2 et 3. Voilà, merci. Ça c'est fini avec les conditions. Maintenant on va se limiter ici avec cette vidéo. La vidéo prochaine on va voir comment dirais-je les listes et ensuite les maps. Voilà, merci.